Salut à toi, c'est Mince et tu es bien dans Mince Manga, l'émission qui parle de manga et d'anime. Alors pour ce 5e Mince Manga, je me suis dit que ça serait pas mal de marquer le coup en parlant d'un sujet presque tabou, Dragon Ball G. Attends, stop. Mais qu'est-ce que tu veux encore là? Et t'es qui déjà? La dernière fois t'avais pas répondu. Je suis toi, et toi, tu es moi. Mais tu peux pas être moi vu que moi je suis moi et que toi tu es toi. Bah si, c'est possible que moi je suis toi, vu que toi-même tu es moi. Oui mais si toi tu es moi et que moi je suis toi, ça veut dire que toi et moi on est une seule et même personne. Hein? Bref, j'ai interrompu ta vidéo de merde pour faire une chose en particulier. Et la voici. Waouh, et t'as fait quoi là? J'ai utilisé l'un des pouvoirs de notre stand Mince Platinum. À partir d'aujourd'hui, nos rôles sont inversés. Maintenant, c'est moi qui présente les vidéos et toi qui passes en second rôle avec tes sous-intrigues. Et je suis obligé? Exactement. Et ça dure combien de temps? Va savoir. Donc c'est parti avec le 5e Mince Manga sur Dragon Ball. Non, pas Dragon Ball. Je parle de Dragon Ball. Non, toujours pas. Et d'ailleurs, j'ai fait mon tout premier Mince Manga sur Dragon Ball, le manga en lui-même. Donc tu cliques, tu vas voir ou tu fais ce que tu veux. Mais la vidéo, elle pue un peu la merde vu que c'était ma première fois. Sur YouTube, bien sûr. Et je veux bien évidemment parler de... Mais tu vas tous me les faire là ou quoi? Et non, je parle de Dragon Ball GT. Content de niquer ta mère la pute, laisse-moi finir mes phrases, non? Mais vu que toi tu es moi et que moi je suis toi, si tu niques ma mère la pute, ça veut dire que tu niques la tienne aussi, non? Ouais, c'est pas faux. Dragon Ball GT ou Dragon Ball GT est une série d'animation japonaise de 64 épisodes diffusée du 2 février 1996 au 19 novembre 1997, soit pile une semaine après la fin de Dragon Ball Z. Une semaine! Dieu, tout est lié. Quelle coïncidence, je vois pas du tout l'opération commerciale. Contrairement aux séries précédentes Dragon Ball et Dragon Ball Z, elle n'est pas adaptée du manga original d'Akira fucking Toriyama. Elle est plus considérée comme une suite alternative. Mais cette série hante les fans du saint manga à travers le monde. Ces derniers clament haut et fort que c'est un affront, une hérésie envers ce qu'a fait Toriyama, et ce depuis plus de 20 ans. Moi-même, elle me fait mal à mes Dragon Ball. Et je parle pas de mes couilles. Dis adieu à tes parties génitales. Dragon Ball c'est plus qu'un manga pour moi, c'est un livre au sein, un précurseur, une série animée absolument dantesquement énorme. C'est gravé d'une pierre blanche dans ma tête depuis que je suis gamin et je peux rien y faire. Parce que Sangoku, parce que Vegeta et parce que Dragon Ball tout entier. Pour moi il y a mes mangas préférés que je surkiffe sur tous les putains de points et encore au-dessus il y a Dragon Ball. Et si un jour on doit me pendre sur une place publique parce que j'ai dit du mal de One Piece et qu'on me propose une dernière volonté, bah ça sera de relire les 42 tomes de Dragon Ball. Ouais, à ce point là. D'ailleurs c'est à cause de ça que j'ai quasiment jamais réussi à faire une vidéo sans que je lâche au moins un mot dessus. Et là comme ça faisait 5 Mince Manga que j'en avais plus parlé, j'ai trouvé l'opportunité de le faire avec Dragon Ball GT et sa problématique. Est-ce que c'est vraiment une suite de merde? Et bien sûr, ces dernières années, en regardant Dragon Ball Super au plan scénaristique et surtout au plan visuel, je me retiens à dire que Dragon Ball GT, c'était pas autant de la merde que ce qu'on pouvait croire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on commence notre petit tour d'horizon en remarquant que le nouvel opening qui succède à We Got a Power est une véritable claque. Sérieusement, cet opening est vachement cool. Moi, je vois qu'il essaie de me dire un truc du style viens repartir à l'aventure avec nous, mais avec un petit souffle mélancolique. Je dirais même qu'il en devient un peu triste. Bon, c'est un peu fort comme terme, mais j'ai pas souvenir que ça ait été déjà fait ce genre de ton dans un opening de Dragon Ball. Je dis pas qu'il est meilleur que Shala et Chala ou We Got a Power, mais c'est un excellent opening de l'univers de Dragon Ball. Et on remarque qu'il y a déjà une bonne prise de risque plutôt originale, et ce dès l'opening. L'histoire commence réellement 5 ans plus tard après la fin du manga en nous dévoilant un combat entre Goku et le jeune Oob. Alors je sais que comme je viens de le dire, 5 ans se sont écoulés et donc que les chara-designs ne doivent pas rester inchangés, mais qu'est-ce que c'est que ce Oob qui passe de métis à une sorte de papa malien et de ce Goku qui est resté bronzé trop longtemps au soleil? Goku c'est censé être quelqu'un de plus blanc que Vegeta à la base. C'était la minute racisme, sale bougnoule. Je ne comprends absolument pas ce terme inapproprié à mon égard. Après on a un petit dialogue de Goku qui dit qu'en gros que ça faisait 10 ans qu'il n'était pas rentré à la maison. Mais en fait le mec il a juste à faire un coup de téléportation pour aller voir sa famille quelques minutes et retourner à l'autre bout du monde pour continuer son entraînement, donc c'est quoi ce délire? Et ensuite vient la fameuse scène où Pilaf devant Shenron dit, je cite à Goku, si tu aurais eu ma taille, j'aurais pu te ridiculiser. Bon, ça dépend des traductions, mais c'est ce qui fait repasser Goku dans sa forme d'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce Shenron complètement bourré qui exauce des vœux sans qu'on lui parle directement sans prononcer le moindre souhait? Et s'il a fait ça, pourquoi il a pas exaucé le vœu jusqu'au bout, c'est-à-dire le j'aurais pu te ridiculiser? Mais surtout tout ça, ça veut dire qu'à la fin de l'arc Cell, quand Yamcha propose s'il peut demander à Shenron de lui offrir un collier pour sa copine, bah ça aurait dû techniquement marcher avec la logique de Dragon Ball GT. Donc c'est n'importe quoi et c'est du bullshit. Du n'importe où le shit.
S'enchaînent ensuite des scènes complètement niaises où nous découvrons Pan, dont je ne vais pas trop m'attarder dessus pour pouvoir y revenir plus tard. Puis arrive la fin de l'épisode avec Kaio qui annonce à Goku et sa famille qu'il a pile 1 an pour retrouver les Dragon Ball. Passé ce délai, la Terre explosera et tous ses habitants avec. Wow, attends, d'accord, je veux bien, c'est une bonne opportunité de créer du danger et des enjeux dès le premier épisode, mais je peux juste avoir une simple explication du pourquoi, du comment la Terre va exploser, et pourquoi dans pile 1 an surtout? Eh ben nique ta mère, voilà ce que m'a répondu Dragon Ball GT. Il y avait 1000 raisons de justifier ça sans rien y changer. Je sais pas moi, genre le fait que Goku et ses amis ont fait tellement de combats ultra destructeurs sur Terre qu'ils l'ont endommagé à force. Et encore tu vois que j'ai sorti cette excuse de mon trou de balle, alors imagine s'ils y auraient vraiment réfléchi. Dans l'épisode suivant, on retrouve Trunks, qui est devenu une sorte de grosse tapette overbookée par son travail de PDG de la Capsule Corp. Alors là, autant ça me fait chier qu'il soit devenu une tafiole, mais autant je comprends parfaitement qu'il soit devenu comme ça. Parce que si tu regardes bien le Trunks de la fin du manga, c'est exactement comme ça qu'il est, hein. Le mec ne se bat plus et ne s'entraîne plus. Et là tu vas me dire, ouais mais le Trunks du futur quand il avait son âge, il était pas comme ça, il avait toujours son côté survival. Et ouais, je parle trop bien anglais. Bah réfléchis un peu, le Trunks du futur c'est un gars de la guerre qui a passé toute sa vie à essayer de repousser des cyborgs immortels et inépuisables. Pendant que le Trunks du présent lui parle de ses meilleurs jouets à Goten et a peur que son papa chéri le prive de son argent de poche. C'est normal que d'un côté t'obtiens un badass et de l'autre une tafiole. Donc ceux qui gueulent sur le traitement de Trunks, bah fermez vos gueules un peu. Sinon, Goten lui aussi est devenu une tapette, mais attention, une tapette qui gère des meufs. Ah bah, c'est pas la même chose. Mais là par contre, son traitement me pose un petit problème. Avant, quand il avait été introduit au début de l'arc Majin Buu, c'était un peu le vrai fils de Goku, le Gohan qu'on n'avait jamais eu, qui lui veut toujours se battre contre des adversaires toujours plus forts en n'en ayant rien à battre des études. Enfin, même si cette fois-ci le problème vient plus de la fin du manga et non pas de Dragon Ball GT. Mais le clou du spectacle, ça restera quand même Vegeta. Bon, je vais pas m'attarder des heures sur sa moustache de turc, c'est absolument dégueulasse et moche sur lui. Déjà qu'avant on dirait un arabe, alors en plus si on lui rajoute une moustache... Mais attends, qu'est-ce que je raconte moi? C'était déjà un super Algérian de base. Et pourquoi j'ai l'opening arabe de Dragon Ball qui me ressurgit dans la tête tout à coup? Ouais, c'est ça, et Mister Popo, c'est un... Bah vas-y, finis ta phrase. Bah c'est un... C'est que... C'est un assistant de Dende, non? Hein? Sinon, c'est quoi cette coupe qui a été faite en un seul coup de ciseau, sérieusement? On voit vraiment que la Toei essaie de créer des nouveaux trucs au niveau des chara-design. Mais la coupe de Vegeta ou Goku, c'est intouchable ce genre de truc, je suis désolé. Par contre, j'aime bien comment Vegeta est traité dans ce début de série. C'est toujours le papa poule comme on l'avait laissé il y a 5 ans. Mais encore une fois, je vais y revenir un peu plus tard. Ensuite, Goku, Trunks et Pan s'en vont dans l'espace à la recherche des 7 Dragon Ball avec un délai d'1 année. Et là, contrairement à une incohérence que tout le monde croyait incohérente, ces boules de cristal là ont été créées avant que le Tout-Puissant et le démon Piccolo apparaissent. Donc avant leur séparation. Comme leur pouvoir est supérieur, la quête pour les retrouver est donc plus compliquée. Au lieu de s'éparpiller aux 4 coins de la planète, elles vont le faire aux 4 coins de la galaxie. Pourquoi Goku n'utilise pas sa téléportation pour aller de planète en planète au lieu de se casser la tête avec un foutu vaisseau? Bah pour utiliser la téléportation, faut qu'il sente le kit de quelqu'un en particulier pour le faire. Et comment tu veux faire ça à l'autre bout de l'univers? Ouais, c'est vrai. Bah alors Kibito, lui sa téléportation est faite spécialement pour aller de planète en planète, non? Ouais, c'est vrai. Ah, je t'ai baisé là. Mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est parce qu'il fallait un... Sinon, on voit qu'il y a une réelle intention d'agrandir l'univers de Dragon Ball, mais avec les bases posées du début, qui sont l'aventure et les arts martiaux. D'ailleurs, le GT de Dragon Ball GT ne signifie pas grosse tapette, mais bien Great Travel, littéralement génial voyage en anglais. Non mais je te le dis parce que de 1, j'en suis sûr que 3/4 des gens ne le savaient pas, et de 2, parce que faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui ont jamais regardé Dragon Ball GT de leur vie, mais qui en suivant le troupeau arrivent quand même à te lâcher des trucs du style Dragon Ball GT c'est du passé pour moi. Ne me parlez plus jamais de cette suite immonde. Putain, il y a quand même des humains qui méritent pas de vivre. Zamasu il avait raison en fait, faut tout ce qui nous bute connard d'humain qu'on est. Bref, et est-ce que Dragon Ball GT a réussi à gérer cette expansion d'univers tout en revenant aux fondamentaux de Dragon Ball? Je parle de Dragon Ball Goku petit, hein, au cas où. Merci, je suis au courant que l'anime est divisé en 2 parties. Et bah franchement, non. Et la réponse est simple. Moi j'adore le Dragon Ball des origines, je l'aime presque autant que la partie Z. Les aventures à la recherche des Dragon Ball, les entraînements de Tortue Géniale, les tournois d'arts martiaux, c'était passionnant à suivre ça. Même si au final j'ai une petite préférence pour le manga pur de Toriyama sur cette partie-là. Mais avant, si c'était aussi captivant, aussi immersif, c'est juste parce que c'était fait par Toriyama lui-même. Parce que de là des combats ultra bourrins de la partie Z, c'est quand même dans l'humour et l'aventure que le gars excelle. Y a qu'à voir ses autres œuvres comme Dr Slump ou plus récemment Jaco the Galactic Patrolman pour le comprendre. Mais là dans Dragon Ball GT, tu le sens que c'est plus lui qui tient le crayon, ce qui donne une sorte de merde indigeste et chiante à regarder. En plus de ça, pour ce voyage, les scénaristes ont fait le choix drastique de rajouter un personnage d'une qualité extrême, apprécié par toute la communauté. Ah, je déconne, je parle de Pan. Bon, je vais être clair, net et précis. Pan, c'est l'un des personnages féminins les plus insupportables que j'ai vu de toute ma putain de vie avec Sakura. Qu'est-ce qu'elle est chiante, sérieux, elle passe son temps à beugler, à se plaindre et à niquer les plans des autres. Le pire, c'est qu'à la fin du manga, elle était vraiment pas comme ça, c'était plus une jeune fille pleine de vivacité, toujours prête au combat et surtout surpuissante. Et c'est quoi ce vieux style complètement ringard de garçon manqué des années 80 là? Y a vraiment quelqu'un qui s'est dit en la voyant, oh mais c'est vraiment stylé un bandeau sur la tête. Ouah, trop stylé un bandeau sur la tête. Mais là tu vas me dire, ouais mais à l'époque de Dragon Ball, il y avait Bulma aussi qui cassait les couilles, sauf que ta gueule,
gueule, non. Bulma, elle avait un rôle, une personnalité, c'était un peu la princesse intelligente mais vulnérable escortée par son garde du corps, c'est-à-dire Goku. Ça faisait partie de son personnage d'être comme ça. Mais Pan, elle ne sert vraiment à rien en fait, c'est ça le problème. Ok, c'est une gamine en pleine adolescence, ou pas, elle a sûrement 9 ans, mais quand même c'est hardcore. Donc Pan, Pan sur sa gueule. Après de nombreuses péripéties aussi chiantes à regarder les unes que les autres, ils atterrissent enfin sur la planète de Gigi, robot aussi inutile que Pan qui retournera sa veste je ne sais combien de fois dans cet arc. Cette planète nous introduit le général Rildo qui n'est qu'une pâle copie de ce mec juste avant et le Dr Mew qui lui aussi est un copier-coller du Dr Gero. La Toei, vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire des personnages des copies conformes d'eux-mêmes pour placer certains de vos clins d'œil. Après, je dis ça, je dis rien. Sangoku et ses amis se retrouvent devant le général Rildo et qui selon Goku, Majin Buu est un simple amateur à côté de lui. De quoi? Ça veut dire que 5 ans auparavant, quand Majin Buu détruisait des planètes à la chaîne, il y avait un foutu robot de merde plus fort que lui qui était posé sur sa planète sans rien faire? C'est débile. Je rappelle qu'à la fin du manga, Sangoku s'était devenu le plus grand héros de tout l'univers en battant Majin Buu. Une nouvelle entité, un nouvel être était né quelque part. Mais là, au tout début de Dragon Ball GT, on nous l'a remis à l'âge de ses 10 ans. Et ça a eu, il me semble, des répercussions sur sa puissance et ses transformations. Ce qui fait que le Goku enfant qu'on a là est beaucoup moins fort que le Goku adulte. Donc pourquoi vouloir faire monter les échelles de puissance comme ça? Surtout pour un simple bot en plus. Bref, le général Rildo fait passer Trunks en tablette de chocolat grise. On voit au passage qu'il y a toujours les petits clins d'œil à Star Wars malgré que ça ne soit plus Toriyama qui dirige les troupes. Et ça fait plaisir. Goku entame le combat, coup de poing par-ci, coup de poing par-là, Kikoa en veux-tu en voilà. Ce qui est bien avec ce genre de gadget, c'est que ça marche comme un boomerang. Ce qui est bien avec ce genre de gadget, c'est que je l'ai jamais vu de ma vie. Non, c'est 16, tu te calmes. Le combat s'enchaîne jusqu'au moment où Goku décide de se transformer en Super Saiyan. Eh bah dis donc, il était temps de le faire face à quelqu'un qui est soi-disant plus fort que Majin Buu. Et là on remarque vraiment que Dragon Ball GT a toujours cette beauté visuelle au niveau de l'animation. Cette beauté que quand tu regardais Dragon Ball Z, tu te disais putain, c'est trop stylé, sérieux. N'est-ce pas Dragon Ball Super? Regarde-moi ces faciès et prends-en de la graine avec tes traits ultra fins et tes personnages sans aucun détail. Tu es plat, vide, dégueu, statique, inexpressif. Tu n'as aucune âme avec tes personnages en plastique, tes ombrages aussi inexistants qu'un billet de 400 € et tes décors dégueulasses. Et tu crois que c'est en me rajoutant un filtre à la con et en me donnant 2 minutes de fight ultra bien animé à chaque 40 épisodes que je vais retourner ma veste? Bah dans ce cas-là, tu te trompes. Bon, Dragon Ball GT n'est clairement pas aussi bien animé que Dragon Ball Z lui-même, mais ça reste quand même très au-dessus de Dragon Ball Super, malgré les quelques bavures présentes par-ci par-là. Comme dans DBZ, quoi. Ensuite, de fil en aiguille, Goku, Trunks et Pan se retrouvent devant le Dr Mew, qui est un descendant des Tsuful. Rappelle-toi, les Tsuful, c'est la race qui avait été exterminée par les Saiyans sur la planète Vegeta. Il y a un épisode consacré à ça au tout début de Dragon Ball Z. Et faut avouer que réintroduire l'histoire des Tsuful avec un méchant issu de cette race après toutes ces années, c'est quand même une bonne idée. On découvre aussi la création du Dr Mew, le bébé mutant, qui est une sorte de Kid Buu en mode fœtus. Après tout, pourquoi pas. Ainsi, notre ami le fœtus se réveille pour foutre la merde, mais Sangoku et ses amis arrivent à le neutraliser. Le Dr Mew profite de tout ça pour s'enfuir à bord de son vaisseau, sauf que le bébé mutant finira par l'achever, comme l'a fait un certain Majin Buu sur Babidi. Ou encore mieux, c'est 17 sur le Dr Gero. Et c'est comme ça que commence pour moi le meilleur arc de Dragon Ball GT, intitulé Baby, le bébé mutant. Ouais, au niveau de la crédibilité du nom, on repassera. C'est aussi avec cet arc que la série va retrouver son côté action, avec plus de combats et moins d'humour. Déjà, cet arc commence d'une façon assez inédite dans Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire à travers les yeux du méchant, qui est le bébé mutant. Celui-ci commence par suivre Goku et ses amis au cours de leur aventure dans l'espace, pour essayer de s'introduire dans le corps de Trunks, qui au final finira par le faire ressortir grâce à sa fierté de Saiyan. En fait, ce que j'aime bien dans ce début d'arc, c'est qu'il y a du renouveau, de l'innovation. Il y a même un côté espionnage, infiltration que nous offre le bébé mutant, et qui rend le tout passionnant à regarder. Sinon, pendant ce temps sur Terre, on revient sur le quotidien des personnages. Et putain, qu'est-ce que ça faisait longtemps. Goten gère toujours des meufs et Vegeta décide enfin de couper son affreuse moustache qui, je pense, est dû au fait que tout le monde est gueulé sur ça à l'époque. Je remarque aussi que sa coupe s'est un peu arrangée et qu'il a enfin mis une tenue un peu plus classe. En bref, on retrouve le vrai regard du Vegeta digne de sa personne. Puis le bébé mutant, frustré par sa défaite contre Trunks et les autres, débarque sur Terre pour but de prendre possession du corps de Vegeta. Et c'est ainsi qu'on va obtenir pour moi les quelques scènes qui font partie des meilleurs passages de toute série Dragon Ball confondue. Ok, c'est bon, laissez-moi expliquer. Mais vous allez la fermer, oui? Baby n'étant pas assez fort pour prendre le corps de Vegeta, il décide d'abord de prendre celui de Goten, pendant que celui-ci lancera un Kamehameha, ce qui permettra à Baby de s'infiltrer dans son corps. Baby Goten retourne alors à la capsule corps pour chercher Vegeta, mais il tombe sur Chichi qui lui donne une correction. Comme je l'ai dit, ces quelques passages sont vraiment l'un de mes préférés, parce que ce genre de scène dans Dragon Ball c'est vraiment novateur. Le bébé mutant qui doit s'infiltrer dans la famille mais qui ne connaît pas les traditions pour se fondre dedans, ça crée un véritable malaise. Mais un malaise dans le bon sens du terme. Ensuite, Gohan débarque et Baby Goten lui propose de sortir pour casser un tête. Et Gohan qui avait compris que quelque chose ne tournait pas
marron accepte la fight. Les deux frères adorés commencent leur combat et c'est incroyable, je constate que même ce Gohan là est plus crédible que celui de Dragon Ball Super, oui même celui-là. Puis Baby Goten arrive finalement à s'introduire dans le corps de Gohan après un moment d'inattention de ce dernier. Une fois rentré à la maison, Baby Gohan cette fois-ci ressent le ki de Vegeta qui vient de finir ses courses. Il se dirige donc vers lui pour tenter de lui voler son corps à son tour. Et là on a le droit à une petite discussion putain de stylée entre, je le rappelle, d'un côté le dernier descendant du peuple des Tsuful, Baby, et de l'autre le fils du roi des Saiyans, Vegeta. Alors là niveau enjeu, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? On voit vraiment que c'est à partir de cet arc que les scénaristes ont arrêté de se toucher la nouille pour nous proposer quelque chose de concret. Ensuite ils commencent leur combat, mais Vegeta se fait laminer, sauf qu'il était pas à fond, donc il se transforme en Super Saiyan. Et oh là là, regarde-moi ça, comment c'est beau. Ça c'est un vrai Super Saiyan comme on n'en fait plus. Et ça par contre c'est un partisan d'Hitler fabriqué en plastique. Et là par contre on va s'arrêter 2 secondes sur Vegeta. Alors franchement moi j'adore son traitement dans Dragon Ball GT. C'est exactement le Vegeta d'après la fin du manga que je m'imaginais. C'est toujours le mec fier et hargneux avec des répliques un peu badass. En tout cas j'arrive mieux à prendre au sérieux ce Vegeta là que celui de Dragon Ball Super. Et c'est exactement pareil pour Goku. Sinon Vegeta domine le combat jusqu'au moment où Goten l'interrompt pour s'allier avec Baby. À deux ils arrivent à trouver une faille pour lui permettre de s'infiltrer dans le corps de Vegeta. Il essaye tant bien que mal de résister mais Baby finit par le contrôler totalement. Et là le chara design est vachement stylé. Ça fait un peu penser au Majin Vegeta du coup mais ça marche bien. Pendant ce temps dans l'espace, Goku, Trunks et Pan ont enfin fini de rassembler les Dragon Ball. Ils s'apprêtent donc à rentrer sur Terre. Pourquoi ils exaucent pas leur putain de vœu là tout de suite maintenant? Parce que nique ta mère. Ils reviennent donc sur Terre pour donner les boules de cristal à Dende qui est comme tous les habitants de la Terre déjà possédé par le bébé mutant. Trunks rentre à la capsule Corp et découvre que son père Vegeta est lui aussi possédé. De son côté, Sangoku se fait attaquer par ses fils Goten et Gohan. Heureusement il décide de leur donner une correction parce que l'insolence envers les parents, c'est le mal. Chaque jour, des milliers d'enfants sont maltraités dans le monde. Pour aider à stopper tout ça, contactez le 119. Puis Baby Vegeta débarque et engage directement le combat contre Goku qu'il avait commencé dans l'espace, jusqu'au moment où... Non Baby, tu t'es trompé de touche sur ta manette de contrôle à l'intérieur de Vegeta. Ça, c'était le Final Flash. Bref, les puissances de Vegeta et Baby additionnées ont donné un être beaucoup trop puissant, ce qui oblige Sangoku à se transformer en Super Saiyan 3 pour la première fois de la série. Il fonce sur lui mais se fait complètement bouffer jusqu'à ce que le bébé mutant absorbe l'énergie de ses compagnons. Bon, c'est à partir de là que son chara design a commencé à partir en couille. Puis pour finir, Baby Vegeta envoie une sorte de Genki Dama maléfique sur Goku, ce qui le fera passer pour mort. Il va ensuite utiliser les Dragon Ball que Goku a remis sagement à Dende pour recréer sa planète natale et faire migrer tous les terriens dessus. Si ça c'est pas un méchant avec de vraies ambitions, je sais pas ce qu'il te faut. Pan intervient pour essayer de stopper tout ça mais son père l'attrape pour en finir avec elle. Et vas-y mon gars, je suis de tout cœur avec toi. Et cette fois-ci, n'appelez surtout pas le 119. Pendant ce temps, à l'autre bout de l'univers, le vieux Kaioshin demande à Sangoku de baisser son pantalon. Et toi, ferme ta gueule, je te vois venir avec tes sous-entendus pédophiles. Mais le vieux Kaioshin a pour idée de tirer le début de queue de Sangoku pour qu'il puisse atteindre une nouvelle transformation. C'est Sangoku qui se fait tirer la queue. Ta gueule. Non mais je pensais même pas à mal en fait. Je me disais que vu que dans Dragon Ball Super il y a un délire de puissance dorsale pour se transformer en Super Saiyan, bah ici le délire c'est sûrement de concentrer sa puissance dans sa queue pour la nouvelle transformation, non? Ah oui, c'est pas faux. Mais tout ça, ça veut dire que pour le Super Saiyan 3, le délire c'est de concentrer sa puissance dans ses poils pour les faire migrer vers ses cheveux? Enfance gâchée, enfance gâchée, enfance gâchée. Goku finit de se faire tirer la queue qui, je pense, est assez longue comme ça, pas besoin d'en faire plus. Et après on dit que c'est moi qui fais des sous-entendus. Une fois sa queue en parfait état, Goku va aller directement engager le combat en Super Saiyan 3 contre Baby Vegeta. Pas de surprise, il se fait poutrer encore une fois, jusqu'au moment où Goku, qui en confondant la Terre avec la Lune, arrive à se transformer en Ozaru. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour se transformer maintenant. D'ailleurs, si toi aussi tu veux tester l'expérience chez toi, tape le mot Lune sur Google Images, regarde le tout fixement et te voilà transformé. Tu peux dès à présent partir en guerre contre la Corée du Nord et nous rejoindre sur comment se transformer en Ozaru de manière complètement bullshit @footagedegueule.org. Sinon, je constate que Dragon Ball GT aime vraiment ressortir les vestiges du passé pour les remettre dans la série actuelle. Et encore une fois, réintroduire les Ozaru qui avaient été laissés aux oubliettes dans la précédente série, c'est une très bonne idée. Après un épisode chiant où Goku fout la merde, il arrive finalement à être raisonné sous sa forme d'Ozaru. Et c'est ainsi qu'on obtient la nouvelle transformation caractéristique à Dragon Ball GT, le Super Saiyan 4. Et cette transformation est putain de géniale, ok? En plus d'être originale. Cette queue rouge en mouvement, ce poing prêt à en découdre, cette pupille jaune entourée par des cernes rouges, ce torse englobé par sa fourrure d'Ozaru, et ses cheveux longs tel un Super Saiyan 3 mais avec la couleur de cheveux d'origine. Non mais cette transformation elle est incroyable sérieusement. Parce que faut être honnête, ça aurait été débile de continuer dans la logique des précédentes transformations, avec des cheveux de plus en plus longs et hérissés et des éclairs de plus en plus denses. Le Super Saiyan 4 lui renoue avec les origines, une sorte de mélange entre le Saiyan et l'Ozaru en effectuant un travail intérieur. D'ailleurs c'est un peu par ce travail intérieur que Goku doit passer pour accéder au Super Saiyan 3. Et si tu regardes bien à ce moment-là lors de la transformation, en ralentissant on peut apercevoir une sorte de préquel au Super Saiyan 4. Sinon le truc qui accentue le fait que la transformation soit d'autant plus
spectaculaire, c'est sûrement le fait que Goku repasse dans sa forme adulte. Par contre, c'est un peu choquant que son pantalon soit aussi passé de taille enfant à taille adulte. Il aurait dû se déchirer techniquement là. Bah ça fait partie du processus de transformation. Bah si ça fait partie du processus de transformation... Bref, je valide le Super Saiyan 4 car c'est à la fois original et stylé. Et en tout cas, je préfère 10 fois cette transformation que ce Super Mentos à la menthe. C'était pas très subtil la comparaison là. Je sais, merci. Une fois s'être admiré devant le miroir, Goku se dirige vers le bébé mutant pour lui régler son compte. Le combat commence et Sangoku a très largement l'avantage sur Baby Vegeta. Le Super Saiyan 4 ne témoigne pas seulement de sa beauté esthétique mais aussi de sa perfection en termes de puissance. It's over 9,000! Tout ça jusqu'à ce que Baby se voit transformer lui aussi en Ozaru pour reprendre l'avantage sur Goku. Puis pendant qu'il se fait malmener salement, Goku se fait sauver par Trunks, Goten et Gohan en lui donnant tous les trois leur énergie d'une façon où j'ai déjà vu une autre série pomper cette scène. Une fois l'énergie accumulée, Goku arrive à faire sortir le bébé mutant du corps de Vegeta. Baby tente de s'enfuir dans son vaisseau mais finira par se faire projeter dans le soleil par Goku, comme Cooler dans un certain 5e film Dragon Ball Z. Et c'est ainsi que se termine l'arc du bébé mutant. Chers téléspectateurs, on se retrouve après une courte page de pub. Retrouve Goku, sa puissance et tout l'univers Dragon Ball avec les cartes à jouer Dragon Ball. Prêt à défier ton adversaire? Alors passe à l'attaque. Libère ta fureur et transforme-toi en super guerrier. Carte Dragon Ball de Bandai. Chaque nuit, elle me fatigue. Et le lendemain, elle s'excuse auprès de moi, en me donnant à boire un yaourt. Ah, elle vient la puissance du yaourt. Ah, viens, souffle saint des myrtilles. Bioeman, drinking haja, ah. Ah, vous revoilà. On en était où déjà? Ah oui, comme le bébé mutant avait déjà utilisé les Dragon Ball pour exaucer son souhait, la Terre s'apprête à exploser comme promis au début de la série. Goku et ses amis vont donc faire migrer tous les terriens sur la planète Tsuful qu'a créé Baby. Sauf que Piccolo décide de rester sur Terre pour exploser avec elle, pour une raison que je ne vais même pas expliquer tellement c'est n'importe quoi. Enfin, c'est peut-être parce que... Sincèrement, c'est parce que j'en avais marre de voir vos sales gueules. Ça se voit que t'étais fou de toute façon. Y'a qu'à voir ta sale couleur de peau! De toute façon, en restant brûlé dans ses flammes, Piccolo ne va pas faire long feu. Après cette blague du plus mauvais goût, Piccolo se laissa exploser avec la Terre pour une raison absolument débile. Tout est bien qui finit bien, et c'est à partir de là que commence le nouvel arc qui est le plus court, toute série Dragon Ball confondue. Cet arc nous raconte comment le professeur Mew et le docteur Gero s'allient en enfer afin de faire fusionner deux C17. Et bah putain, quand tout à l'heure je disais que c'était des copies conformes, c'était pas pour rien. Là je peux même dire qu'ils... sont faits l'un pour l'autre. Ils échafaudent par la même occasion un plan pour piéger Sangoku en enfer et libérer tous les ennemis qu'il a tués. Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Je peux savoir ce qu'il fout là, Couleur? Oh mais ça veut dire que Broly aussi aurait pu... Ne finis surtout pas ta phrase pour qu'on puisse finir la vidéo dans des conditions optimales. Pendant ce temps, en enfer, Goku est confronté à Cell et Freezer. Je vais même pas parler de ce combat de merde, sérieux. Déjà que j'ai horreur qu'on fasse revenir des anciens méchants, alors si en plus c'est juste pour les décrédibiliser, c'est quoi ce sourire? C'est quoi ces têtes? Et c'est quoi ce combat de gamin complètement à chier animé avec le cul en plus? Bref, c'est de la merde. Au même moment, sur Terre, Krillin se fait tuer pour la 4e fois consécutive. Fatality. Eh mais le fait de mourir pour lui, ça doit devenir une sensation complètement banale en fait. Oh merde alors, je suis encore en train de crever là. Crever? Oh mais je m'en bats les couilles, j'ai toujours ma mutuelle et Dragon Ball qui m'assure. Déjà que c'est cher une assurance tout risque à l'année alors... D'ailleurs toi aussi n'hésite pas à nous rejoindre sur comment être assuré avec les boules de cristal @je me fous littéralement de ta gueule.org. Pendant ce temps, Vegeta et les autres font face au Dr Gero et au professeur Mew qui vont faire fusionner les deux C17 pour donner vie à la forme artificielle ultime. Super
C17. Encore une fois, au niveau du nom recherché, c'est pas tout à fait ça, mais on y est presque. Puis notre monsieur aux cheveux soignés arrive à péter la gueule à toute la Z-Team, qui de toute façon ne sont bons qu'à être des punching balls pour méchants enragés dans cette série. Vegeta tente de tenir le coup jusqu'à ce que Piccolo depuis l'enfer aide Sangoku à revenir sur Terre. Après un début de combat plutôt bien animé où Goku se battra en Super Saiyan basique au lieu de passer directement au niveau 4, Sangoku remarquera que C17 a la faculté d'absorber l'énergie et finira par l'achever grâce à C18 avec la technique qu'il a utilisée dans un certain film 13. Et maintenant, afin de ressusciter les victimes de Super C17, Goku et ses amis partent à la recherche des boules de cristal. Et c'est ainsi que commence le dernier arc de Dragon Ball GT intitulé Les Dragons Maléfiques. Une fois les boules en leur possession, ils se rendent compte qu'elles sont tous fissurées. Ils invoquent malgré tout Shenron, mais surprise, ce n'est pas Shenron qui sort des Dragon Ball, mais un dragon noir grossier et malfaisant. Il leur explique qu'ils ont trop utilisé les Dragon Ball et qu'à cause de ça, ils ont créé une énergie négative qui prendra ici la forme de dragons. Les Dragon Ball se dispersent alors avec elles 7 désastres qui toucheront la Terre. Et cette idée est encore une fois absolument géniale. Prendre comme idée l'impact de l'utilisation abusive des Dragon Ball qui sont l'élément central du bordel depuis la nuit des temps pour les faire retourner contre eux, c'est un véritable coup de génie. Mais bon, c'est pas parce que c'est une bonne idée que ce qui va suivre derrière ne va pas être de la merde pour autant. Goku va donc partir seul, affronter chacun des 7 dragons pour pouvoir récupérer les boules de cristal et délivrer la Terre de l'énergie maléfique qui l'enveloppe. Pourquoi il ne prend pas avec lui quelqu'un qui reste quand même très puissant comme Vegeta ou Gohan ou... Parce que nique ta mère. Et c'est sûr que prendre un spécimen de grande envergure comme Pan dont sa mentalité n'a toujours pas évolué au cours de la série, ça va arranger les choses. C'est sûr que c'était le personnage le plus utile à prendre. Puis ils s'en vont à la recherche des 7 dragons. S'ensuivent alors des combats complètement pourris et d'une niaiserie absolue avec les 4 premiers. Le premier dragon fait de la pollution, le deuxième absorbe de l'énergie, le troisième fait des tornades de vent et nous offrira même une battle de Toupie Beyblade contre Goku. Et bah dis donc, y a intérêt qu'il y ait des putains de combats de ouf derrière, hein, parce que ça commence à peser très lourd là. Et enfin, le quatrième dragon est une sorte de René la taupe qui fusionne avec les êtres qu'il absorbe. Complètement con. La deuxième partie de l'arc mise en revanche bien plus sur l'action avec les combats contre le 5e et 6e dragon, les frères rivaux de glace et de feu. Le dragon de feu qui est le détenteur de la 4e boule de cristal, qui normalement tu sais ce que ça insinue, et le combat entre les deux ennemis n'est ni plus ni moins qu'une sorte de partie de cache-cache. Sérieusement? Et sinon pourquoi Sangoku met toujours sa vie à se transformer en Super Saiyan 4? Parce que nique ta mère. Pas mal la synchronisation. J'avoue, c'était pas mal. Une fois la partie de cache-cache terminée, Goku passe enfin au niveau 4, tandis que Shenron se débarrasse de sa carapace thermique. Et oui, je viens de regarder le nom japonais sur internet. Et alors? Pendant ce temps, à la Capsule Corp, Vegeta est en pleine crise existentielle. Pourquoi est-ce que je ne peux pas atteindre le niveau 4? C'est pas juste. Bah, faudrait déjà atteindre le niveau 3, mon petit loup. L'épisode en lui-même n'est qu'une sorte de rétrospective de toutes les querelles de Sangoku et Vegeta à travers l'histoire. Cette remise en question me fait un peu penser au Majin Vegeta qui ne savait plus de quel côté se ranger dans l'arc-bout. Sauf que là son doute ne vient pas du fait qu'il n'ait pas fait le bon choix en restant du côté des gentils, mais plutôt de son impuissance au combat par rapport à Goku, qui lui est déjà au Super Saiyan 4, tandis que Vegeta est toujours coincé au Super Saiyan 2. Et encore il me semble pas que j'ai déjà vu Vegeta avec des éclairs émanant de lui dans Dragon Ball GT. Ensuite notre cher prince des Saiyans va voir sa femme Bulma qui lui annonce qu'elle va pouvoir lui faire atteindre le niveau 4. Vous avez entendu ça? Je vais enfin obtenir ces poils de panthère rose sur le corps. Puis on revient sur le combat de Goku qui a l'avantage sur Shenron au niveau de la puissance mais pas au niveau de la rapidité. Le 6e dragon de glace, San Shenron, prend part au combat. Il pète la gueule à Pan qui de toute façon n'est bonne qu'à se faire sauver comme d'habitude, puis il arrive à emprisonner Goku avec sa glace, mais le fameux Shenron, possesseur de la fameuse boule à 4 étoiles, se rebelle pour le sauver. Une fois San Shenron achevé par Goku, le dragon de feu s'approche pour l'aider, mais le 7e et dernier dragon, Li Shenron, fait son apparition et le tue. Rien de spécial pour un méchant final, il est aussi plat que le haut d'une table. Mais Goku à bout de force repasse dans sa forme normale et finit par se faire rétamer par lui, jusqu'à ce que les punching balls arrivent pour le sauver. Pendant que Oob retient le 7e dragon, Trunks, Goten et Gohan transfèrent tous les trois leur énergie à Goku une fois de plus. Parce qu'au-delà d'être des punching balls, les personnages dans cette série sont aussi des générateurs d'énergie. Papa, j'ai encore oublié de me rentrer mon chargeur d'iPhone dans le cul, ce qui fait que je suis pas chargé à 100% là. T'inquiète fiston, je sais ce que ça fait d'oublier sa batterie de recharge externe. Bref, Goku reprend l'avantage, mais Li Shenron finit par absorber les 7 Dragon Ball pour doubler sa puissance. Mais c'est à ce moment-là que Vegeta débarque pour nous dévoiler sa nouvelle transformation en Super Saiyan 4, pendant que Li Shenron assiste au spectacle sans rien demander. Alors Vegeta, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle transformation? Je pense que ma fourrure n'est pas aussi rose que la tienne, Kakaroto. Je suis jaloux. Et encore une fois, j'ai rien à dire, c'est parfait pour moi. Bon, la transformation est exactement la même que pour Goku, sauf que Vegeta, lui, ses cheveux virent au marron et ses yeux passent au bleu au lieu du jaune. Et une fois dans sa peau de Super Saiyan 4, Vegeta propose directement à Sangoku d'effectuer une fusion métamol. Déjà, premièrement, je trouve ça assez bizarre qu'il ne veuille pas d'abord tester sa nouvelle puissance vu comment il était en pleine crise pour
pour atteindre ce stade. Et deuxièmement, c'est un peu chelou que ce soit Vegeta qui propose de fusionner. Enfin bon, les Punching Balls retiennent Lee Shenron pendant que Goku et Vegeta les regardent en souriant, puis les deux Saiyans fusionnent enfin pour donner naissance à Gogeta Super Saiyan 4. Et encore une fois, bordel ça marche. Cette aura scintillante derrière laquelle on ressent aussi bien le côté bestial du Super Saiyan 4 que la surpuissance de la fusion Métamol. Bon ok, c'est un putain de Roukmout, mais faut avouer que le personnage dégage une putain d'aura de charisme classe. Par contre, ce Gogeta là qu'on voit dans Dragon Ball GT me fait plus penser au Végétaux contre Boo que le Gogeta du film 12 du coup. Dans le sens où ce Gogeta 4 c'est plus une sorte de dominante de Goku qui veut plus s'amuser au combat en le prenant pas trop au sérieux. Là où le Gogeta contre Janemba est plus une dominante de Vegeta qui lui veut finir le combat au plus vite. Donc en gros c'est un Gogeta mais avec l'esprit d'un Végétaux. Ensuite au moment où ils allaient enfin achever Lee Shenron, la fusion arrive à son terme et Goku et Vegeta à court d'énergie repassent dans leur forme normale. Lee Shenron envoie un Genki Dama maléfique sur la Terre, ce qui laissera Goku pour mort une fois de plus. Les Punching Balls lancent un assaut final sur Lee Shenron mais ils se font tous liquider et Vegeta se fait empaler salement. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que les personnages ne sont pas faits en bois et qu'il peut y avoir un peu de sang, n'est-ce pas? En bref, la situation est critique, jusqu'au moment où Goku se relève avec un Genki Dama rassemblant l'énergie de l'univers tout entier. Au passage, univers qu'il aura exploré au début de Dragon Ball GT. Puis il s'apprête à en finir, Goku redevient blanc, comme il l'a toujours été dans les précédentes séries. Pourquoi maintenant? Parce que... Non, c'est bon, moi aussi ça m'a saoulé. Et c'est comme ça que Sangoku finit définitivement Lee Shenron, l'ennemi final de Dragon Ball GT, grâce au Super Genki Dama. Une fois tout rentré dans l'ordre, le vrai Shenron cette fois-ci fait son apparition. Il explique à Goku et ses amis qu'ils ont trop abusé des Dragon Ball, et que dorénavant ils disparaîtront après un dernier et ultime vœu qui est de ressusciter les victimes de Super C17 et des dragons maléfiques. Après ça, Goku part sur le dos de Shenron en prenant le soin de s'arrêter à Kamehouse pour dire au revoir à son meilleur ami Krillin. Bien évidemment sous les lunettes de Tortue Géniale, comme au bon vieux temps. Et là vous jouez avec ma nostalgie les gars, c'est pas gentil. Et c'est juste après qu'on obtient la scène finale qui clôture Dragon Ball GT. Et franchement, cette fin est déjà 5 fois meilleure que celle de Dragon Ball Z et c'est aussi l'une des fins les plus poignantes que j'ai vues de toute ma vie. Cette animation de toute beauté et ce Goku dessiné tel la main de Toriyama marchant à travers le Tenkaichi Budokai, ces flashbacks retraçant toutes les précédentes aventures sur fond de l'opening mélancolique de Dragon Ball GT, ce Sangoku qui te dit c'était pas mal hein, toutes ces aventures qu'on a passées ensemble. Maintenant il est temps de se dire au revoir. Cette fin est vraiment ultra triste, elle te tire les tripes d'une de ses façons, elle représente parfaitement ce que doit être la vraie fin de Dragon Ball. On est parti de ce petit garçon qui vivait seul dans sa forêt avec sa boule de cristal aux 4 étoiles et qui est maintenant devenu pour le coup le plus grand héros de tous les temps. Un statut qu'il emportera avec lui sur le dos de Shenron. J'y ai vu là comme un hommage, un héritage légitime à celui qui se sera tant battu pour l'univers tout entier. Et sérieusement, même si tu n'aimes pas Dragon Ball GT, si en regardant cette fin t'as pas eu le début d'une larme ou le cœur qui serre, c'est que ton Dragon Ball il est mort au fond de toi quelque part. Et puis finir l'histoire où les Dragon Ball objets de tant de convoitises disparaissent emprisonnés avec Goku comme ça, je surkiffe l'idée. Sinon voilà ma réaction étant gosse la première fois que j'ai vu la fin de Dragon Ball GT. Donc après avoir fait un énorme résumé du délire, est-ce qu'on peut dire que Dragon Ball GT est vraiment une suite de merde? Déjà les principales raisons qui font dire aux gens que c'est le cas, et surtout la principale, c'est les combats de merde. Et là oui, j'avoue qu'il y a un problème. Où sont passées les chorégraphies de fight complètement ahurissantes de Dragon Ball Z? Celles où quand tu les regardais t'avais envie de faire l'amour à ton téléviseur. Dans Dragon Ball GT à la place on a le droit à Goku qui fait du surf sur un Kenzan, ou qui fait des battles de toupie Beyblade, à des parties de cache-cache, et surtout trop de combats avec des spams de boules de feu, ou Kikoa, appelle ça comme tu veux. Là les combats c'est plus de l'art martial, c'est plus du taijutsu, c'est vraiment que des spams de Kikoa. Kikoa qui sont au final aussi inutiles qu'un feu rouge dans GTA. L'une des autres raisons qui n'a pas permis une grande popularisation chez nous, c'est aussi la VF, qui, il faut le dire, c'est un peu foutu de notre gueule. Comme avec certains dialogues. J'étais parti en montagne pour apprendre à jouer au basket en altitude. Regarde-le, mais il se croit où, en Californie? Ou alors pour une certaine transformation. Oui, c'est bien la transformation de Goku en Super Saiyan 4, j'ai rien rajouté. L'une des autres raisons, c'est les soi-disant personnages qui sont beaucoup trop insupportables, comme Pan, ou alors des personnages qui ont beaucoup trop changé. Pour certains c'est vrai, mais pour la plupart c'est faux, ils sont juste dans leur suite logique. Et deuxièmement, j'ai cité Pan ou pas? Oui, tu viens à peine de le dire là. Alors deuxièmement, les OST complètement à côté de la plaque. Bon, je sais que suite au départ à la retraite de Shinsuke Kikuchi, le compositeur de Dragon Ball Z, c'est le stagiaire, monsieur Akihito Tokunaga qui a pris le relais pour DBGT. Bon, c'est pas pour le rabaisser, et je sais que ça doit être très dur d'arriver à la cheville du précédent compositeur, mais musicalement c'est pauvre, il y a pas de rythme entraînant, c'est nul et on dirait pas des OST qui succèdent à DBZ. Même dans Dragon Ball Super c'est mieux foutu à ce niveau-là. C'est pas pour dire mais il y a une OST, on dirait que t'es sur un chantier et qu'il y a un camion qui recule sur toi. Extrait.
Voilà, donc niveau musique, c'est complètement nul. Les seuls OST qui valent un minimum le coup sont tous des variantes ou des remixes de l'opening. Et la dernière chose qui me fait vraiment chier dans cette série, c'est les bonnes idées, mais qui sont recouvertes par un bordel pas possible. Et c'est justement ce qui me ramène aux énormes qualités de Dragon Ball GT. C'est-à-dire les putains d'idées de ouf que les scénaristes avaient à l'époque, comme réintroduire les Tsuful et les Ozaru, ou encore l'idée des Dragon Ball fissurés. Le bébé mutant qui est pour moi le méchant avec le meilleur background. Bon, récemment, Black Goku et Zamasu lui ont un peu volé la vedette, mais ça reste quand même l'un des meilleurs méchants de l'univers de Dragon Ball. Le Super Saiyan 4, qui est une suite parfaite aux précédentes transformations. La qualité de l'animation, qui est toujours à peu près du même niveau que DBZ. Toutes ces choses me font penser que non, Dragon Ball GT n'est pas une suite de merde. Beaucoup de personnes détestent cette série parce qu'on leur a dit de la détester, sans même avoir eu la curiosité de la regarder. Ce n'est pas la meilleure suite que Dragon Ball pouvait avoir, mais je pense que c'est quand même une bonne série qui a ses énormes défauts et que j'arrive quand même à prendre plus au sérieux que Dragon Ball Super. D'ailleurs, en parlant de notre chère suite DBS, peut-être que je referai exactement le même genre de vidéo dessus. Je sais pas quand, peut-être que je vais attendre la fin de la série, mais putain ça va chier. Donc voilà, moi maintenant je me casse en te faisant un gros doigt. Sauf que tu peux pas le voir vu que j'ai pas de caméra et que je suis pauvre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un PNG à l'écran. Voilà, comme ça. Tu le vois bien là? Maintenant, au revoir. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, tu es très courageux. Plus de 30 minutes, j'aurais jamais résisté. Je comprends pas.